Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo de philosophie de l'esprit, nous allons traiter du dualisme cartésien. L'objectif de Descartes était de déterminer une certitude irréfutable permettant de fonder la science, rien que ça. Cette idée se comprend bien, puisque si on fonde les sciences sur une base dont on n'est pas sûr, c'est comme si on construisait une maison sans savoir si les fondations sont solides. Peut-être qu'il n'y aura pas de problème, mais dans le doute, on veut savoir que nos fondations sont solides. Pour trouver une certitude indubitable, sa méthode a été le doute hyperbolique. Douter de tout ce dont on peut douter, dans l'objectif de trouver ce dont on ne peut pas douter, ce qui est indubitable. Il a commencé par douter de ce que nous apprennent nos sens. Il est bien connu que nos sens peuvent nous tromper, par exemple avec les illusions, les mirages ou même durant les rêves. Or, nos sens nous apprennent l'existence du monde matériel autour de nous. Donc le doute cartésien impose de douter du monde physique. Pour le justifier, nous pouvons imaginer être dans une simulation informatique comme dans le film Matrix par exemple. Ensuite, Descartes a douté des vérités mathématiques. On pourrait dire qu'il n'est pas possible de douter des vérités mathématiques dans la mesure où elles sont démontrées. Cependant, on peut douter de la validité des preuves, mais on peut surtout douter de nos capacités mentales à juger ces preuves. Pour pousser le doute à son paroxysme, Descartes a imaginé l'existence d'un malin génie voulant le tromper. En ayant ce malin génie en tête, il devient naturel de douter des vérités mathématiques, car le malin génie pourrait nous faire croire qu'elles sont vraies. Tombé dans cet océan de doute, il ne restait qu'une phrase indubitable, le fait que je pense. Moi qui doute, je pense. Le malin génie vient même renforcer cette idée, car si le malin génie veut me tromper, c'est bien parce que je pense, puisqu'il est impossible de se tromper sans penser. Autrement dit, le fait que je pense est indubitable parce que pour douter du fait que je pense, il faudrait que je pense mon doute et donc que je pense, ce qui m'empêche de pouvoir logiquement douter du fait que je pense. Or, il n'est pas possible d'accepter que je pense sans accepter mon existence, le jeu de la phrase. Donc Descartes en déduit sa fameuse maxime « je pense, donc je suis ». Il a sa première vérité indubitable, sa propre existence, l'existence de son esprit. Chacun a comme vérité indubitable sa propre existence. Ensuite, Descartes justifie maladroitement l'existence de Dieu, pour ensuite justifier que le monde est bien ordonné et pouvoir arrêter son doute généralisé. Mais ces maladresses de Descartes ne sont pas ce qu'il faut retenir. L'important est qu'il est arrivé à la première certitude, sa propre existence. Je pense qu'il est bon de faire une pause ici pour parler du scepticisme issu notamment du trilemme d'Agrippa, qui dit que nous ne pouvons pas avoir de certitude. Or, Descartes en a trouvé une. Quel est le problème ? Le souci est que Descartes n'a pas douté de tout ce dont il pouvait douter. Il n'a par exemple pas douté des lois de la logique, alors qu'il avait douté des lois mathématiques. Mais s'il avait douté des lois de la logique, alors il n'aurait pas pu faire de raisonnement logique, et donc il n'aurait pas abouti à la certitude de son existence. Donc Descartes n'a pas, comme il essaye de le faire croire, prouvé son existence à partir de rien. Il a conservé la logique comme un socle pour aboutir à son résultat. Or, le scepticisme n'interdit pas d'obtenir la certitude si on a postulé quelque chose précédemment. Nous sommes maintenant fin prêts pour parler du dualisme. Descartes nous explique qu'il est logiquement possible de douter de son corps matériel, nous pourrions être un cerveau dans une cuve, mais qu'en acceptant un minimum les lois de la logique, il est impossible de douter de l'existence de son esprit. Comme il est possible de douter de l'un et pas de l'autre, il en conclut que ce sont deux choses différentes. Il en déduit l'existence de deux substances incommensurables, la matière et l'esprit, ce qui forme le dualisme. Alors que le matérialisme ou physicalisme consiste en la position disant que tout est matière. C'est un monisme, car il n'y a qu'une seule substance, la matière. L'argument de Descartes est souvent appelé argument modal, car il utilise la logique modale en disant que dans tous les mondes possibles respectant l'état de nos connaissances, notre esprit existe, alors que dans certains de ces mondes possibles, notre corps matériel n'existe pas. Donc l'esprit et le matériel seraient ontologiquement distincts. Regardons maintenant le plus gros défaut du dualisme disant que l'esprit et le corps sont deux choses totalement différentes. Le problème résulte dans le fait qu'il y a des interactions entre les deux. À la fois c'est par la volonté de l'esprit que le corps peut se mouvoir, mais d'un autre côté, on peut agir sur le corps pour agir sur la pensée. En utilisant des électrodes, agissant sur le cerveau qui est parfaitement matériel, on peut induire des pensées qui, elles, devraient être immatérielles. Donc il y a des interactions entre esprit et matière. Cependant, cela est difficile à justifier si on considère que ces deux choses sont incommensurables. Si le matériel et l'esprit ne sont pas dans le même plan de la réalité, alors ces interactions sont étonnantes, voire impossibles. Pour régler ce problème, Malebranche définit sa thèse de l'occasionnalisme qui suppose l'existence de Dieu et qui dit qu'à chaque fois que l'on veut déplacer son corps par son esprit, alors ce n'est pas l'esprit qui cause directement le mouvement de mon corps, car ce n'est pas possible pour le dualisme, mais c'est Dieu qui sait que mon esprit veut faire déplacer mon corps et qui décide de faire un miracle en déplaçant mon corps.
ce qui me donne l'impression que mon esprit agit directement sur mon corps, ce qui est faux, car c'est Dieu qui en serait la cause. En un sens, cette vision est parfaitement cohérente avec le dualisme, avec la contrainte de devoir accepter l'existence de Dieu. Mais il y a un autre problème avec la thèse de Malebranche, car dans ce cas, les connexions nerveuses au sein de mon corps ne sont pas utiles, car il n'y a pas de lien causal entre mes pensées et mes déplacements. Même si on me coupe des nerfs, alors Dieu pourrait tout de même exaucer mes désirs de mouvement, et il semble difficile à justifier que Dieu refuse d'exaucer les souhaits de déplacement de certains uniquement parce qu'ils ont eu un accident. Il n'y a pas de rapport entre l'état de mon corps et la possibilité d'exaucer mes prières dans la vision de Malebranche. Une deuxième manière de rendre l'apparente contradiction corps-esprit cohérente correspond à la thèse de l'harmonie préétablie de Leibniz. Cette théorie suppose aussi l'existence de Dieu, et elle stipule que comme Dieu est omniscient, alors il sait à l'avance tout ce que l'on voudra faire, et il décide de créer une harmonie préétablie avec cela. Ce qui signifie qu'il fait en sorte que les mouvements du corps seront conformes à la volonté. Avec cela, on a l'impression que la volonté agit sur le corps, mais ce ne serait pas le cas. Il se trouve qu'à chaque fois que l'on veut bouger, alors on bouge, mais pas parce que l'esprit agit sur le corps, mais parce que Dieu l'avait prévu et avait fait en sorte que cela arrive. Cette vision est préférable à celle de Malebranche, car dans ce contexte, les accidents peuvent être prévus, voire décidés par Dieu, et donc il peut choisir de faire en sorte qu'à ce moment, les choix de l'esprit ne reflètent plus ce que fait le corps. Mais le fait que le dualisme cartésien nécessite l'existence de Dieu pour se concevoir pose problème, car reposer sur quelque chose d'aussi incertain que l'existence de Dieu rend la théorie très peu solide. Surtout parce que le matérialisme est ontologiquement plus simple et semble expliquer les rouages du monde physique sans l'hypothèse de Dieu. Donc, il semblerait préférable d'être matérialiste. Mais il reste encore la démonstration de Descartes du dualisme. Peut-être que le dualisme est correct et que nécessitant l'existence de Dieu, ce serait une preuve de l'existence de Dieu. Essayons de regarder de manière plus critique la preuve du dualisme par Descartes. Le problème est que Descartes suppose que nos connaissances possibles du monde ont un impact sur le monde. Il dit que comme je ne peux pas douter que mon esprit existe et que je peux douter pour le corps, alors ce seraient deux choses différentes. Mais appliquons le raisonnement de Descartes à un autre cas particulier pour le tester. Puisque j'existe, je sais que j'ai des parents. Or, les personnes qui m'ont élevé tout en disant être mes parents ne sont peut-être pas mes parents biologiques. Peut-être que j'ai été échangé à la maternité ou que j'ai été adopté et qu'ils refusent de me le dire. Donc, avec l'état de mes connaissances, il est impossible de douter que j'ai des parents biologiques, alors qu'il est possible de douter que les personnes qui m'ont élevé sont mes parents biologiques. Ce qui, d'après le raisonnement de Descartes, serait une preuve que les personnes qui m'ont élevé ne sont pas mes parents biologiques. Ce qui est peut-être vrai, mais qui peut être faux. Ce résultat est absurde si on l'applique à tout le monde. Cela signifierait qu'il est impossible que des parents biologiques élèvent leurs enfants, ce qui est clairement faux. On voit que la règle logique générale de Descartes, disant que si une chose X est indubitable et une chose Y est doutable, alors ce sont des choses différentes, ne fonctionne clairement pas dans le cas des enfants biologiques. Or, si une règle générale ne fonctionne pas dans un cas particulier, alors c'est que la règle générale est fausse, et donc sans argument supplémentaire, on ne peut l'utiliser pour aucun cas particulier. Ici, on ne peut pas appliquer l'argument de Descartes pour justifier le dualisme. Le dualisme ayant des difficultés et n'ayant plus de justification suffisamment forte, le matérialisme redevient une position préférable. Cela ne remet pas en cause le côté indubitable de l'existence de mon esprit, mais signifie qu'il est préférable de chercher une explication de l'esprit qui se réduit à des phénomènes physiques. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir les différentes approches, mais avant cela, la prochaine vidéo traitera de la différence entre la conscience d'accès et la conscience phénoménale. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.